Néo-vice-premier ministre aux 8 casquettes, mon invité David Clarinval, ministre fédéral MR des classes moyennes notamment. Le citoyen voit son budget fondre de semaine en semaine, 8,3% d'inflation en mars et avril, hausse inarrêtable des prix, ne parlons même pas de l'énergie, des SOS partout. Est-ce que vous avez une recette miracle immédiate ? Non, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle immédiate, mais en effet, je partage le constat comme quoi la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie, va se refléter dans les jours, les mois, les semaines qui viennent, malheureusement dans les prix, avec une indexation, une inflation qui va se répercuter dans la société, avec un impact qui est encore, je pense, sous-estimé par le grand public. Et on va... c'est pour ça que je suis un peu... Vous êtes pessimiste, vous Je suis assez pessimiste parce qu'en effet, j'ai encore une réunion cette semaine avec le SPF Économie. On voit par exemple que les gens commencent à faire plus de crédit à la consommation, c'est-à-dire qu'ils commencent tout doucement à avoir des difficultés à pouvoir... Même pour se nourrir. Acheter en tout cas des biens de consommation, donc une télévision. Oui. Et donc quelque part, ce sont des nouvelles qui sont assez inquiétantes. Alors, les solutions. L'indexation automatique, c'est sacré, on n'y bougera jamais, alors que les patrons voudraient bien, et vous ? Alors, c'est vrai que la Belgique partage avec le Luxembourg ces caractéristiques spécifiques. Alors, on bouge pas, sacré ? Dans l'accord de gouvernement, on ne touche pas à l'indexation, on ne touche pas non plus à la loi de 96, vous savez que ce sont deux éléments qui forment un équilibre. Vous avez lu peut-être, le président socialiste Magnette dans Sud Presse dit « Il faut augmenter les salaires, les patrons doivent les négocier ». Mais donc, il faut savoir qu'en effet, en Belgique, il y a des négociations entre les partenaires sociaux et ces négociations permettent en effet d'accroître le pouvoir d'achat des travailleurs en augmentant les salaires. Mais il y a un cadre, ce cadre, c'est la loi de 96. Oui. Et il voudrait faire sauter, visiblement. Mais alors, si on fait sauter la loi de 96, alors il faut avoir un vrai débat sur l'indexation. Donc moi, je trouve que dans l'accord du gouvernement, c'est un équilibre. Indexation et 96, on les maintient tous les deux. Alors, Écolo, PS, CDNV sont pour une taxe sur les millionnaires, 1% pour quelqu'un qui a 1 million net, d'après ce que j'ai compris. Pour, contre, efficace ? Mais c'est déjà fait, vous savez que... Non, c'est déjà fait. Oui, il y a la taxe compte-titre qui a été décidée. Oui, mais ça, c'est pas 1 million pour tout le monde. Ça rapporte 500 millions d'euros chaque année à la Belgique. Ils veulent plus. En tout cas, dans l'accord de gouvernement, c'est prévu qu'il y a cette taxe sur les personnes qui ont les épaules les plus larges. Ça veut dire quoi ? Ce sont des gens qui ont, en effet, un patrimoine. Alors, la taxe sur 1 million, qu'est-ce que ça veut dire, 1 million ? Par exemple, moi, je vois en France... la taxe qui était prise sur les grandes fortunes, il y avait une évasion totale de toutes les personnes qui étaient riches. Et finalement, les seuls qui payaient la taxe sur les grandes fortunes en France, c'était les agriculteurs, parce qu'ils avaient des prairies, ils avaient des bâtiments agricoles, et donc on valorisait ça de manière importante. Et donc finalement, comme ils ne savaient pas se sauver dans les pays avoisinants, c'était les seuls qui étaient pénalisés. La proposition, donc, PS, Écolo, CDNV, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Déjà, on n'a pas de proposition. Ce sont des slogans qui sont donnés, pour le moment, à l'aube du 1er mai. Parole en l'air ? Bien sûr. Ça revient quasiment chaque année au 1er mai. Donc vous n'y croyez pas, ils racontent des carabistouilles. Il n'y a rien de déposé aujourd'hui sur la table du gouvernement. Mais par contre, il y a bien une taxe compte-titre qui rapporte et qui a été décidée par ce gouvernement et qui touche les plus riches du pays. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, la première chose, revoir véritablement tout le système fiscal ? Alors, en Belgique, c'est clair, et au MR, on est très favorable. D'ailleurs, j'ai entendu que le président l'a encore rappelé, on paye trop vite beaucoup trop d'impôts en Belgique, que vous soyez pauvre ou riche. Et donc, ce que l'on souhaite, nous, c'est que l'on puisse toucher la quotité exemptée d'impôts, c'est-à-dire que les 12 000 premiers euros que vous gagnez, vous ne payez pas d'impôts. Pourquoi 12 000 ? Parce qu'en fait, le RIS en Belgique, c'est 12 000 euros. Il n'y a pas de raison qu'un travailleur paye des impôts sur les 12 000 premiers euros qu'il a gagnés, alors qu'un RIS n'en paye pas. Et donc, on veut augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde, et principalement des travailleurs. Alors justement, on parlait de pouvoir d'achat. Vous dites la crise d'Ukraine sera pire que celle du Covid, vous avez dit, alors que le FMI annonce que la croissance la plus faible parmi les pays industrialisés, ce sera la Belgique. Donc, il faut s'attendre à encore pire
Comme disait Bruno Coleman, l'économiste, en Europe, on est parti pour 10 ans de grande misère sociale, économique et militaire avec cette guerre. Vous êtes d'accord avec cette déclaration quand même 10 ans, j'espère que non, mais je suis assez pessimiste aussi parce qu'en effet, je constate, et j'ai vécu la crise du Covid de l'intérieur, donc je peux vous dire que l'impact socio-économique que va avoir la guerre, mais attention, hein, l'inflation, l'augmentation des matières, elle était déjà en place fin de l'année dernière. Donc c'est un mécanisme qui était déjà en place, mais qui est accentué par l'arrivée de la guerre. Et beaucoup plus diffuse. Et plus diffus. Donc ça touche tout le monde, mais aussi principalement toute une série de secteurs qui sont dépendants, par exemple, des matières premières, notamment tout le secteur alimentaire. Les farines, les huiles, les beurres vont augmenter très fort. Mais dans la construction, par exemple, tous les matériaux de construction vont également, et sont déjà en augmentation énorme, et donc ça va toucher tous les candidats bâtisseurs. Également les secteurs métalliques. Donc vous avez dans les secteurs économiques vraiment un impact majeur qui va se répercuter. C'est un hiver économique là que vous nous annoncez. Je crains en tout cas qu'on ait des conditions macroéconomiques qui soient difficiles en Belgique. Alors le politologue flamand Tom Sauer, qui est un pacifiste, a dit ce week-end, je cite, « J'espère que la Russie ne perdra pas la guerre, car une défaite pourrait causer beaucoup plus de dégâts. » Alors là, une déclaration qui n'est pas vraiment politiquement correcte. Alors au début, c'est vrai qu'on a dit l'Europe, pas de co-belligérance, beaucoup de prudence. Et on a l'impression que maintenant, au contraire, on offre des armes lourdes, on rentre beaucoup plus dans la guerre. C'est une bonne chose ? Non, non, la stratégie qui est mise en place par les pays de l'OTAN, c'est de ne pas être offensif. C'est une stratégie défensive, donc on se défend. Oui, mais Biden dit que la Russie peut être vaincue, hein ? Ben oui, les Ukrainiens peuvent battre la Russie, bien sûr, mais ce n'est pas à l'Europe ou à la Belgique de donner les indications sur ce que l'Ukraine doit faire. Il faut savoir qu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est que l'Ukraine puisse simplement se défendre. C'est elle qui a été agressée par la Russie. Elle doit pouvoir se défendre. Nous souhaitons garder la souveraineté de ce pays, qu'il puisse se défendre face à cette agression russe incroyable. On est quand même ici dans simplement de l'aide à un pays qui est agressé. Elle pourrait être vaincue ? Figurez-vous que je pense que les plans russes qui étaient d'envahir l'Ukraine en quelques jours sont battus en brèche, clairement. Oui, alors depuis quelques jours, c'est vrai qu'à la fois en Russie et même chez nous, on parle de guerre nucléaire, hein, de missiles tactiques, comme si c'était d'une banalisation terrible. Une réflexion là-dessus ? Je vous avoue que moi, quand j'ai revu ce vocabulaire de la guerre froide, ça m'a rappelé mes cours d'université. Donc je me suis dit que ça fait 20 ans qu'on n'employait plus ces propos. En effet, je trouve qu'on les utilise avec une certaine... On les banalise un peu parce qu'en effet, vous savez, l'escalade de la terreur, ça n'était quand même pas une période optimiste à l'époque. Et donc, on revient dans une période compliquée. Alors, dans cette économie qui ne se portera pas fort bien, selon vous, j'ai reçu pas mal de mails, de questions de chefs d'entreprise qui me disaient « Est-ce que le chômage temporaire pour cause Corona, c'est stop en juin ou encore, vu la situation, est-ce qu'il y a déjà une réponse ?» Avec mon collègue Pierre-Yves Dermagne, nous travaillons déjà maintenant depuis la crise Covid, à la fois sur le chômage temporaire, le droit passerelle pour les indépendants. Oui. Ces deux mesures qui sont phares et qui ont permis de sauver beaucoup d'entreprises. C'est surtout après juin la question. Eh bien, on évalue ça tous les 3 mois. Et donc ici, on va clairement, c'est prévu jusqu'au mois de juin. Donc fin mai, début juin, avec le collègue Dermagne, nous allons voir si il faut prolonger ou pas. Et on débattra évidemment de cela au gouvernement. Allez, le podium. Ah, rien que des vice-premiers, évidemment. Hein. Tine van der Straten, Groen, Frank van den Broek, bien sûr Vorreut, Pierre-Yves Dermagne, vous en parliez, le PS, et Georges-Gilles Quinet, écolo, 3, 2, 1. D'un point de vue politique, hein, Hichon ne parle pas d'amitié. Oui, mais... C'est pas facile, mais bon, voilà. Écoutez, je vais mettre en... 3. En 3, ben alors je vais mettre Frank van den Broek. En 3, Van den Broek. En 2 Georges-Gilles Quinet. En 1 Pierre-Yves Dermagne. Oui, et donc c'est Van der Straten, Tino Tapi. Mais écoutez, ce n'est pas à titre personnel, parce que j'ai une bonne relation, mais reconnaissons que pendant ces années, la volonté de Groen et des colos de vouloir produire
fermer les centrales nucléaires alors qu'elles étaient indispensables, on le voit aujourd'hui. Et ce dogmatisme à l'égard du nucléaire a quand même mis la Belgique dans une position très difficile aujourd'hui. Et donc, je pense en effet que la politique énergétique des Verts est un problème pour notre pays. Alors, vous êtes vice-premier, vu que Sophie Wilmès s'est mis en congé pour l'instant. Vous êtes donc aussi dans la négociation avec Engie. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord, est-ce que ça avance? Et quelle est l'ambiance alors que la ministre Tine Van de Straten a dit que Engie faisait des bénéfices records? Donc j'imagine que la négociation doit être facile. Mais je ne suis pas dans la discussion, puisque vous savez que le gouvernement a donné un mandat à Alexandre De Croo et à Tine Van de Straten pour négocier. C'est le MR maintenant. Le MR. Donc, nous avons jusqu'au ce mois de juin pour trouver un accord. C'est clair que Engie ne va pas nécessairement faciliter les choses Il vous considère de dans haut, sa toujours discussion. Je ne dis pas qu'ils nous considèrent de haut, mais bon, ils ont une position peut-être un peu de force, de par la manière dont les choses se sont passées. Est-ce que vous allez vous battre ou non pour le prolongement des centrales? Vous savez, moi je l'ai écrit dans un livre il y a 8 ans, donc je ne suis pas suspect d'avoir changé d'avis. Au contraire, je pense qu'on a tergiversé beaucoup trop longtemps sur ce dossier et on aurait même pu être plus ambitieux. Vous avez des armes contre Engie? Des armes, attention, on n'est pas démunis. Oui, dans la négociation, Tine Van de Straten peut faire valoir le fait qu'il y a aussi, par exemple, des éléments tels que les taxes nucléaires qui peuvent être discutés. Donc on a des leviers pour la négociation, mais il faut qu'on puisse aboutir rapidement. Alors ce dimanche, dans Sud Presse, le président de Défi, François De Smet, dit « La politique du gouvernement d'un point de vue énergétique, c'est un désastre ». Vous êtes d'accord, finalement, avec lui? On a pris une décision récemment, le plan B, qui vise à prolonger 2 centrales nucléaires. Et donc, on a, en effet, pu prendre la bonne décision. Après avoir tergiversé. Nous étions seuls, le MR était seul à tenir cette ligne-là, mais finalement, les événements en Ukraine ont bien démontré que vouloir mettre tous ces œufs dans le même panier, notamment dans le gaz, n'était pas une bonne idée. Vous avez dit, en début d'année, je cite, « La Belgique se positionne de manière très positive dans sa gestion du risque lié à l'utilisation des pesticides. Et puis, Marc Fischer, de Nature et Progrès, a dit « L'information du ministre est fausse ». Il a un sacré culot, en parlant de vous. La Belgique diminue l'utilisation des pesticides alors qu'on est dans le trio de tête. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Est-ce qu'il y a progrès ou, au contraire, les pesticides sont les rois? Mais ceux qui ne manquent pas de culot, ce sont finalement ces lobbies verts qui En fait, moi, je me suis basé sur les statistiques d'Eurostat. Donc, ce sont les statistiques officielles de l'Europe. Et j'ai simplement montré qu'on avait diminué de 40% l'usage des pesticides depuis 5 ou 6 ans. Je n'ai plus le chiffre exact. Donc, eux, ils contestent les informations d'Eurostat. Par contre, il a raison. Nous restons dans le trio de tête. Donc, ça ne va pas, ça. Mais ça veut dire qu'on était très haut et qu'on diminue très fort. Mais on reste dans le trio de tête. Donc, il faut encore aller plus loin. Mais venir dire que je n'ai pas dit la vérité, ça, c'est un scandale. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Ça a chauffé au MR après le débat, un Boucher Vlaams Belang à la VRT. Est-ce que vous le soutenez, votre président, à 100% dans cette affaire? Ou, comme d'autres, Borsu, par exemple, vous avez peur d'être débarqué de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Est-ce qu'il a été trop loin? Pas du tout. Moi, je le soutiens à 100%. Vous savez, le cordon sanitaire, aujourd'hui, il est totalement périmé. Vous savez que le cordon sanitaire... Parce que pour les autres, Oui, mais il ne s'applique pas au PTB. Donc, c'est déjà 2 poids, 2 mesures. Pourquoi l'extrême gauche bénéficie d'une faveur alors que l'extrême droite n'en bénéficie pas? Vlaams Belang, PTB, pour vous, c'est la même chose? Il n'y a pas quand même des différences? Ce sont des extrémistes et le communisme a eu pas mal de sang sur les mains dans l'histoire du monde. Mais par ailleurs... Quand je vois que Thomas Dermine, par exemple, qui débat avec le Vlaams Belang au Parlement, et puis ensuite il publie sur Facebook ce débat, tout le monde applaudit. Bravo, Thomas Dermine a débattu avec le Vlaams Belang, il le met sur Facebook, tout le monde applaudit. Donc incohérence, c'est ça. Quelle est la différence? Quelle est la différence? À part que le débat s'est fait au Parlement. Donc il faut remettre à jour ce cordon sanitaire. Georges Houy a bien fait
de... Donc vous le soutenez à 100%. Tout le MR est derrière lui ou pas? Vous savez très bien que certains membres du MR se sont exprimés différemment. Oui. Je le respecte. Tout le monde, on est un parti libéral, donc on a la fâcheuse tendance à vouloir tous donner son avis, mais voilà, c'est la liberté. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec la position qui a été adoptée. Alors, l'usine Ferrero, parce que c'est aussi une de vos tâches, et c'est Kinder, mauvaise surprise, j'ai envie de dire, on rouvre ou pas cette usine? Est-ce que maintenant c'est correct? On a fait des enquêtes Mais écoutez, tout d'abord, il y a une partie de ce dossier qui est couvert par le secret de l'instruction, donc je ne peux pas m'exprimer sur tout. Mais soyez en tout cas assurés. Moi, si avec l'ASCA, nous avons pris la décision de fermer cette entreprise, c'est que nous avions de bonnes raisons de le faire. Vous allez la rouvrir? On ne fait pas ça à la légère. Alors, je me suis exprimé au Parlement. J'espère que le 8 mai, qui est la date à laquelle l'ensemble du personnel ne percevra plus ses indemnités, j'espère qu'on pourra réouvrir avant le 8 mai, que sur le plan sanitaire, le nettoyage aura été parfait, que le programme de contrôle sera respecté, c'est un programme intensif, et qu'on pourra en effet redonner du travail à ces 1000 personnes qui sont actuellement stressées. Et si on prenait un peu de hauteur? Alors, vous avez ouvert, on le disait, la fameuse plateforme pour la 7e réforme de l'État. Franchement, est-ce que vous allez vous inspirer de toutes ces idées qui, j'ai été voir et j'ai lu, vont un peu dans tous les sens? Comment vous allez faire? Mais je me réjouis que vous ayez pu déjà constater qu'il y avait beaucoup de Belges qui avaient participé. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup plus. Bien sûr qu'on va tenir compte de l'avis de l'ensemble des citoyens. Un rapport va être élaboré sur base de toutes les idées. Et je ne dis pas que il y a des idées qui sont antinomiques. C'est pas de la poudre aux yeux. Donc non, on prend vraiment cet exercice au sérieux. Le rapport sera ensuite déposé à la fois au Parlement, mais aussi dans les mains des différents partis et des présidents de partis, et il sera la base sur laquelle on va se baser pour la 7e réforme de l'État. Vrai. Je vous assure. Allez, les cotes. Twitter acheté par Musk. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je suis heureux que ce soit un libéral qui ait pu... Ben, je me witt. Ça ne vous... Voilà, pas effrayé. Je préfère que ce soit... L'accord Inami. L'accord Inami, 250 médecins en plus dès 2028, mais il y aura un concours d'entrée. Ah ben, j'ai participé à cette décision depuis plusieurs mois déjà, donc c'est 9 sur 10, évidemment. Un bulletin pour les profs, c'est un projet d'une évaluation pédagogique des profs en Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai été bourgmestre, je suis encore bourgmestre pendant 20 ans, et j'ai vu que tous les fonctionnaires doivent pouvoir être évalués, et notamment sur le plan pédagogique pour les professeurs, donc je dirais 7,5. Ah, vous êtes pour... Oui, il n'y a pas de raison que les professeurs ne soient pas évalués alors que les autres fonctionnaires le sont. Et alors, le déboulonnage de Léopold II? Moi, je trouve ça assez incroyable que l'on remette en cause notre passé. Alors, je ne dis pas que Léopold II a eu un comportement qui était à 100% irréprochable, mais on ne peut pas remettre en cause l'histoire. Donc moi, le déboulonnage en tant que tel, je trouve ça 0 sur 10. Et Yann Fabre, condamné à 18 mois, est-ce qu'il faut cacher ses œuvres, ne plus éclairer comme aux Beaux-Arts ou pas? Mais la tortue à Namur, vous savez qu'avec Vincile Prévost, moi je pense qu'il faut la garder, sans doute peut-être avoir une contextualisation éventuelle, mais il faut distinguer l'attitude de l'artiste et de l'art en question. Vous savez, à ce tarif-là, on va reprocher à Jacques Brel d'avoir fumé des cigarettes. Alors, vous avez dit que vous auriez voté Pécresse plutôt que Macron. Pour, Alors, ma question, vous savez que Pécresse a beaucoup d'ennuis financiers, elle a investi, je crois, 5 millions. Est-ce que vous lui avez envoyé de l'argent? Donc, au premier tour, j'aurais voté Pécresse, puis j'aurais évidemment voté Macron au second. Mais est-ce que vous lui avez envoyé de l'argent ou pas? Je suis un libéral, moi, je suis dans la filière UMP, donc je trouve qu'il faut être correct et cohérent. Maintenant, envoyer de l'argent, non, je n'ai pas envoyé d'argent, parce qu'en effet... Chaque pays a ses méthodes de financement de parti. Alors, vous êtes vice-premier. Sur le terrain du foot politique, c'est l'équivalent de quel poste sur la pelouse? Parce que vous avez fait beaucoup de foot. Mais ça dépend dans quel parti. Parce qu'en mais là, pour l'instant, vous êtes moi, je me vois je suis... à l'attaque? À l'attaque, oui. Je vais dire ailier droit, comme ça. C'était la place que j'occupais sur le terrain. La question à brûle-pourpoint. La Belgique serait envahie comme l'Ukraine. Vous feriez quoi? Vous prendriez les armes?
Écoutez, si la Belgique est envahie par l'Ukraine, nous défendrons notre pays, Mais vous évidemment. prendriez les armes, vous iriez combattre avec un... Je irais à l'endroit le plus utile pour mon pays. Est-ce que ce serait en allant me battre moi-même ou en étant dans la logistique ou dans une tâche qui soit importante? Moi, je suis d'un naturel assez offensif, donc a priori, je serais prêt à me battre. Mais d'un autre côté, peut-être qu'on dirait, David, t'es peut-être plus le plus à même physiquement à être celui qui doit être à l'offensive. Que diriez-vous à l'enfant que vous fûtes et que l'on découvre à l'écran? En 2 mots. Ah, donc vous voyez, c'est une photo avec mon grand-père, donc mon grand-père maternel. Donc je dirais à l'enfant que je fus, tu as défendu les valeurs que ton grand-père et ta famille t'ont inculquées, c'est-à-dire le travail, la liberté, mais aussi la défense de la ruralité. Donc continue à défendre les valeurs auxquelles tu crois. David Clavel, merci d'avoir été mon invité. On se retrouve quand? Dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.